Chers auditeurs de Radio Courtoisie, je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour cette 16e émission consacrée à la nature, à l'écologie, au monde agricole et au patrimoine intitulée « Les pâturages du ciel ». Ce doux nom de pâturage du ciel, vous le savez, rend hommage au merveilleux recueil de nouvelles de l'écrivain américain John Steinbeck. Dans une vallée de Californie où le ciel et la terre rivalisent de beauté au rythme rassurant des saisons, des fermiers prospèrent et d'autres fermiers se ruinent et se déchirent. Au fur et à mesure de l'arrivée de nouveaux colons, la nature recule, dévorée par leur rapacité. Certains la protègent, d'autres la maltraitent, et cette émission a pour ambition, chaque mois, de vous conter un peu de cet accouplement aux allures de combat entre l'homme et la nature. Et pour m'accompagner ce soir de grande rentrée, ce soir de fête, je souhaite à tous les auditeurs joyeuse fête de Toussaint, eh bien j'ai mêlé habitués et nouveautés. Alors parmi les habitués aussi à ne pas être tout à fait à l'heure, mais il a une très bonne excuse ce soir, Paul-Marie Couteau qui va nous rejoindre, l'inventeur du mot souverainisme, ancien député européen, écrivain, patron du Nouveau Conservateur, et donc un peu mon patron puisque je rédige bien sûr régulièrement dans cette revue. Il n'est pas assez connu, Paul-Marie Couteau, pour l'intérêt qu'il porte à l'écologie, au souci de la terre. C'est un autre thème et il aimerait le rendre à la droite. Ensuite, Tanguy de Vienne, un autre habitué, fondateur d'une agence de communication Ad Vitam et d'un cabinet d'architectes du Solier de Vienne. Amoureux et protecteur du patrimoine, Tanguy de Vienne est particulièrement intéressé à la manière d'optimiser la consommation énergétique au sein du bâti. Est-ce que vous avez de nouveaux projets en cours, Tanguy? Toujours une campagne municipale, je crois, à Grésy-Suines? Oui, tout à fait. Bonsoir et merci encore pour cette invitation. Effectivement, une campagne municipale est tout à fait c'est un rendez-vous tout à fait opportun pour effectivement faire la promotion de ce que je défends, la low-tech et également le patrimoine. Et les deux sont très compatibles. Merci. Et puis j'ai la joie d'accueillir ce soir Adrien de Saint-Ange qui délaisse aujourd'hui ses champs pour découvrir les studios de Radio Courtoisie. Alors il est agriculteur dans le Perchegouette. Où est-ce le Perchegouette? On connaît trop peu ce vieux nom de pays. Beaucoup trop peu. Bonsoir François, ravi d'être parmi vous. Alors c'est une contrée aux confins de la Beauce et du Perche, du Grand Perche, en Eure-et-Loir. Voilà. Très bien. Donc oui, non loin d'ailleurs de la nouvelle demeure depuis une dizaine d'années de Monsieur Berne. Et tout près aussi de Guermantes. Et le pays, c'est le côté de Guermantes, absolument. Exactement. Donc, c'est le pays de Proust, à Illier-Combray, le seul patelin de France qui a officiellement changé de nom pour prendre le nom d'un roman. Ah, d'un roman, c'est vrai. C'est la seule localité en France. J'avais près de chez nous Descartes qui a pris le nom d'un écrivain et pas d'un roman. Cela s'appelait La Haye, c'est devenu Descartes, au sud de la Touraine. Et vous êtes agriculteur, chasseur, et vous allez être confronté sur ce sujet à ma filleule Marie qui découvre la station. Elle est collégienne et passionnée par la politique et les animaux. Donc nous parlerons de chasse avec Marie. Bonsoir. Bonsoir François. Alors, au programme ce soir, l'écologie et ses origines littéraires, ses origines philosophiques, est-elle vraiment née chez les conservateurs? Et si oui, comment a-t-elle été captée par la gauche? Et surtout, comment la ramener au bercail et lutter ainsi contre l'indifférence des gens de droite devant les mutilations de nos paysages et des bêtes et bestioles qui y nichent? Puis nous parlerons chasse, je l'ai dit, plus particulièrement vénerie. Et donc Marie s'exprimera pour la première fois pour dire ce qui la heurte dans la chasse à courre, à corps et à cris. Je laisserai à Adrien de Saint-Ange le soin de lui répondre avec la gentillesse et la douceur qu'on lui connaît. Mais nous allons commencer par l'exercice que je vous réclame avant chaque émission. Choisir un homme, une loi, un lieu, un livre, quelque chose qui vous a remué en tout cas, quelque chose dont vous avez envie de parler plus en détail. Je vais commencer par le nouveau, Adrien de Saint-Ange, mais tout d'abord, vous êtes agriculteur. Agriculteur, vous vous définissez comme tel et non pas comme paysan. Est-ce que les rendements étaient bons? Comment se porte l'agriculture? Vous êtes dans une région particulièrement bénie des dieux? Mais je suis aussi paysan. Hein. Voilà. Bon, le terme est pour le commun est devenu un peu péjoratif, mais évidemment, il est très noble en soi. Écoutez, j'aurais la tentation de paraphraser Fernand Reynaud en vous disant que au sujet de l'agriculture, ça a eu payé, mais ça ne paye plus. Mais sérieusement, il y a différents modes
d'agriculture en France. Là, on parle évidemment pour la Beauce des céréales. Donc, ne pas trop se plaindre évidemment. Mais on a bénéficié de 2 années exceptionnelles en 2022-2023 avec des rendements tout à fait corrects et des prix très élevés, exceptionnels, du fait de la guerre en Ukraine. Et à l'époque, en parallèle de prix très élevés, les charges avec l'inflation avaient explosé. Et la situation aujourd'hui est que même des rendements corrects, comme cette année, on a pu faire jusqu'à 100 quintaux l'hectare en blé. Ce qui est énorme, à la moyenne française, ça doit être autour de 60, non? Oui, c'est beaucoup plus faible. Mais les prix ne suivent pas. Donc, qui dit prix ne suivent pas, on ne vend pas. Pour l'instant, on attend une éventuelle remontée des prix, mais les charges, elles, n'ont pas diminué. Donc, il y a un exercice de trésorerie qui est délicat à faire, et en particulier, évidemment, pour les jeunes agriculteurs qui s'installent et qui, eux, en plus, doivent faire face à des charges d'emprunt importantes liées au matériel ou liées à la reprise, tout simplement, de l'exploitation familiale pour dédommager les frères et sœurs. Y compris en Beauce, vous êtes tout de même... vous êtes rattaché plus ou moins à la Beauce, en tout cas, pour la qualité des rendements. Vous connaissez des exploitations qui souffrent aujourd'hui? Alors, qui souffrent, c'est un bien grand mot, mais il est certain qu'encore une fois, pour les jeunes, si les charges sont trop importantes, eh bien, on peut tirer le diable par la queue, oui, même en Beauce. Aujourd'hui, vous êtes uniquement céréalier, grande culture? Oui, blé, orge, colza. Blé, orge, colza, d'accord. Et la PAC évolue dans quel sens pour des grandes exploitations comme la vôtre? Vous étiez les grands favorisés de la PAC, vous l'êtes de moins en moins, si j'ai bien compris. Alors, je n'ai feu la reine d'Angleterre, ni le prince souverain de Monaco, mais qui étaient listés il y a une vingtaine d'années comme les premiers bénéficiaires de la PAC en Europe. Mais la PAC, ça diminue d'année en année. C'est-à-dire chaque année, quand le virement arrive, eh bien, il est inférieur à ce qu'on escomptait. Voilà. Très bien, en espérant que c'est au profit d'autres agriculteurs plus en difficulté, mais malheureusement, je ne crois pas que ce soit le cas. On peut te noter. La PAC est bien mal partagée. Je vais revenir à vous ensuite, Adrien, pour parler de la figure. C'est un portrait, là. C'est une personne dont vous voulez nous parler. Et un lieu. Bon, mais on va commencer par Tanguy de Vienne. Oui, j'étais très tenté évidemment de répondre à notre ami Adrien sur le mot paysan, qui effectivement a été totalement réhabilité et qui aujourd'hui, je trouve, illustre une pratique. C'est-à-dire que pour éviter de le galvauder, effectivement, on ne l'applique pas à l'agriculture intensive, mais on se dit la paysannerie, c'est justement le respect de la terre, etc. Donc, mais bon, aujourd'hui, on m'a prié de ne pas trop polémiquer, donc on pourra le faire au cours de l'émission, ne vous inquiétez pas. Donc évidemment, on va attendre. Alors oui, le portrait que je vous propose, c'est pas d'une très grande originalité. Il s'agit de Jean-Claude Jancovici. Ah non, mais c'est très bien, parce que tout le monde en parle et finalement... on ne le connaît, la plupart des gens ne le connaissent que par quelques saillies médiatiques. Oui. Et en fait, je pense qu'il est beaucoup moins connu qu'on l'imagine. Eh bien, en plus, j'ai promis de ne pas trahir le secret que c'était vous qui m'y aviez poussé. Exactement. Mais puisque ça fait partie des personnes que j'écoute, je dirais même que c'est un personnage. Et je trouve qu'il incarne tout à fait la vulgarisation de quelque chose de très important, qui est justement de communiquer et de rendre accessible à tous des thèmes qui ne sont pas du tout évidents, comme l'énergie. Donc on sait que c'est un ardent défenseur du nucléaire. À bien des titres, d'ailleurs, je trouve ses arguments plus que recevables. Il est, sachant quand même qu'il est polytechnicien, ingénieur, enseignant, conférencier, enfin bref, il a tout le bagage qu'il faut pour être crédible ou en tout cas adoubé. Et il est créateur du bilan carbone. Alors je ne sais pas s'il est créateur de l'expression. Nous aurons tout à l'heure le créateur du mot souverainiste, quel privilège. Donc une création d'ailleurs avec l'ADEME, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on parle du bilan carbone comme d'une évidence, alors que il y a quelqu'un qui en était à l'origine, et apparemment c'est Jean-Claude Jancovici, qui est aussi très connu pour le Shift Project, qui est un projet laboratoire d'idées qui en fait crée une interface entre différents acteurs économiques, politiques, académiques, associatifs, peu importe. Disons que c'est quelqu'un qui est un trait d'union, qui a aussi, je trouve, une façon de parler des choses qui est très abordable. Il me fait un peu penser, dans ses mises en scène, à une Aurore Stéphan qui, elle, couvre beaucoup plus les ressources minières.
et d'une manière très, très charmante, parfois même un peu en minaudant. Donc c'est très contrasté, mais effectivement, ça fonctionne. Le fond y est, réellement. Donc j'encourage tout le monde, et je finirai par ça, par son livre qui a eu un succès énorme, puisque 1 million d'exemplaires quand même à partir de 2023, il est sorti en 2021, il a eu un succès extraordinaire, et je parle évidemment du Le Monde sans fin. Et c'est une bande dessinée qu'il a réalisée avec Christophe Blain. Le scénario, ou plutôt la mise en scène est très, très amusante, très abordable. Vous pouvez le mettre entre toutes les mains. C'est un ouvrage vraiment de belle qualité, de très bonne qualité, puisque il est amusant et très instructif. Oui, je le recommande également, même si on n'est pas d'accord avec sa thèse, disons la réponse aux difficultés climatiques par la décarbonation, et effectivement on peut avoir des désaccords avec cette vision-là. C'est présenté de façon très intelligente, ça vulgarise vraiment, et dans le bon sens du terme, des concepts qui ne sont pas toujours simples à maîtriser. Ouais. Et voilà. Mais je vous l'accorde volontiers. En revanche, il y a toute une partie sur le constat, et qui n'est pas du tout neutre, et qui revient justement sur beaucoup d'a priori, comme quoi voilà, on serait sorti du charbon, on serait sorti du pétrole, etc. Et ça n'est pas du tout le cas. Je trouve que c'est très bien illustré. Donc rien que pour le constat, je trouve ça très intéressant de s'y pencher. Mais c'est parfait, et tout vient à point, à qui c'est attendre. Paul-Marie Couteau. C'est gentil et cruel en même temps. Bien sûr, toujours. On se connaît suffisamment. Et vous êtes là exactement au moment. Je vous ai déjà présenté. Donc ceci est fait, mais bienvenue. Merci. Pour cette fête de la Toussaint. Et non pas Halloween. Exactement. Vous savez que c'est pas du tout la même chose, Halloween et la Toussaint. Ah ben non, pas du tout. Ça, je pense qu'on est tous d'accord autour de cette table. En fait, à l'anglo-saxonne, à l'américaine, en fait, la mort, ils sont obsédés par la mort, ces gens-là. Les occidentaux, vous savez. Mais nous, chrétiens, latins, on fête les saints, c'est-à-dire la vie éternelle, c'est l'inverse. Enfin, bonne Toussaint. Et je vous attends pour la figure que vous souhaitiez nous présenter. Il me semble. J'hésite entre trois, je peux pas en citer trois. Ou si très vous êtes vite. rapide. Ou très vite. Alors, un théoricien, Jacques Ellul, je le cite parce que je l'ai connu. C'est un professeur à Sciences Po. Hein. Oui, maître de mémoire à Sciences Po. Et presque ami à la fin. Bon, c'est le penseur d'une écologie qui procède, ça c'est la version intellectuelle, qui procède d'une critique de la technique et de ce qu'il a appelé le système technicien, un de ses maîtres ouvrages. Et pour lui, alors ça allait très loin, et même peut-être trop loin aux yeux de beaucoup. C'était un peu un anarchiste en fait. Il estimait hétérodoxe, disons. Un hétérodoxe, c'est un protestant, enfin un grand croyant en tous les cas. Ça, je crois qu'il y a un lien entre l'écologie et la foi. Comme ce mathématicien dont nous avons parlé récemment, François-Alexandre Grothendieck, qui considérait qu'un jour ou l'autre, il fallait arrêter non seulement le progrès technique, mais ce qui le permettait, c'est-à-dire la recherche fondamentale. Et qu'elle serait toujours mise au service, alors pour Grothendieck, c'est de la guerre, mais au service du système de domination. Bref. Et finalement, il m'a appris beaucoup de choses, il m'a éveillé à une dimension que il faut dire que je n'avais pas 20 ans, je ne considérais pas spécialement, mais qui résonne beaucoup. Et avec les deux autres personnages que je veux citer, notamment, il y a l'aspect littéraire aussi de l'écologie. Là, je voudrais citer John Cooper Powys, qui, dans le même temps, me marquait beaucoup. C'est pas un grand, c'est un grand romancier britannique, mais pas très connu en France. Mais non, je ne le connaissais pas. John Cooper Powys. C'est un Gallois, anglo-gallois, né en 1872 et mort en 1963, dont tous les romans sont pénétrés. Alors, ça me prenait beaucoup dans les années, pendant mon adolescence et ma jeunesse. Sont entièrement plongés dans des paysages à la celte, vous voyez, parce qu'il était celte anti-angle, les Angles étant des Germains, d'ailleurs, des envahisseurs, réfugiés, et les Celtes se sont réfugiés au Pays de Galles. Et vous savez, c'est cette sensibilité qu'on retrouve aussi en Irlande, très baignée de sensualité, un de ses
plus beau livre s'appelle Apologie des sens, et de ce qu'il appelait de façon récurrente dans ses différents romans. Il y en a un autre assez connu qui s'appelle Les sables de la mer, ce qu'il appelait le sentiment océanique de l'univers. Et je crois que la défense de la nature, de l'environnement, et encore ce mot est un peu un anglicisme, enfin, ça ne se comprend qu'en le prolongeant dans une émotion esthétique, dans une sensualité. Et les romanciers d'ailleurs, les romanciers français, ou les grands auteurs classiques de Chateaubriand à François Mauriac, en France surtout, qui est une nation rurale, ont tous baigné j'aurais pu citer des Français plutôt que Powys, mais ont tous baigné leurs romans, ou la plupart de leurs romans, chez Mauriac par exemple, bien sûr. C'est fameux, dans un univers très rural et très rustique. Alors les pins de Mauriac, le chant du vent dans les pins, enfin, et même les métaphores, les métaphores sont inspirées de la vie à la campagne en réalité. Et puis alors je voudrais aussi citer un praticien qui est Robert Poujade, de l'autre versant. C'est vous qui l'avez fait découvrir celui-ci. Je l'aime beaucoup cet homme, je ne l'ai jamais rencontré, bien qu'il soit mort en 2020, il est presque centenaire. Il a été 30 ans maire de Dijon, résistant, né dans une famille très littéraire. Son père était un agrégé de lettres, lui-même a fait Normal Sup. Il était lui-même agrégé de lettres. C'est une des belles figures du gaullisme, en réalité. Et c'est lui qui a voulu, après avoir été tout au long des années 60 un grand défenseur du patrimoine, on l'ignore, mais il y a dans les années 60 le lancement des vieilles maisons françaises, par exemple des VMF, des choses comme ça. Ça c'est, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'était une dame très Madame titrée. de Amaudio, la marquise de Amaudio. Merci beaucoup. Très titrée, un très beau nom, très français. Née La Rochefoucauld. Voilà, c'est ça, née La Rochefoucauld. Et sa propre mère était née Mademoiselle de Richelieu, ce qui est tout à fait... vous voyez, alors vous la connaissez mieux que moi. Oui, la dernière. Et Poujade avait participé à ce mouvement où on a commencé à s'intéresser. Pensez à Pierre de la Garde, par exemple, chez Dame en péril. Pour ceux qui ont mon âge, c'est-à-dire qui sont très vieux et qui ont vu cette émission qui a hélas disparu, enfin remplacée par les berneries amusantes. Enfin, ça n'avait pas le côté militant de Pierre de la Garde, ce mouvement de retour au patrimoine que Poujade avait épousé avant de devenir, pour cette raison, le Premier ministre de l'Environnement. Voilà. Et c'est un homme qui a montré ce qu'on pouvait faire avec un scrupule. En quelle année était-il ministre de l'Environnement? De 70 à 74. À l'avènement de Giscard, je crois qu'il a rendu son tablier. Est-ce à lui ou à Pompidou qu'on doit la formule « rendre la terre habitable à l'homme » ? Oui, c'est Poujade. C'est bien lui, oui, bravo. Mais je crois que Pompidou l'a repris aussi. Enfin, c'était la grande idée. Je dis ça parce que j'en ai assez, enfin nous en avons parlé il y a quelques jours, mon cher François, de voir que, évidemment, le thème écologiste fait partie du corpus conservateur. C'est pas le conservateur en ce qui s'oppose uniquement au progrès, mais en ce qui s'oppose aux prédateurs, en réalité. La grande prédation du monde moderne, c'est né à droite, évidemment. Et ça a été par un artifice incroyable, récupéré à partir de 81, avec Brice Lalonde et consorts, par la gauche, où ça n'a plus rien à apporter, évidemment. Il y avait d'ailleurs le compagnon de Jacques Ellul dans les années 30, Charbonneau, Bernard Charbonneau, oui. Et non pas Charbonnier, oui. Mais bien Bernard Charbonneau. Il y a Gustave Thibon, il y a quantité d'auteurs. C'est tous très réactionnaires, il faut le dire. Oui. Thibon était très Action française, etc. Mais passons. Il y a du travail idéologique à faire, mais je crois qu'il s'instruit en partie autour de vous, mon cher François. Merci, oui, j'espère. J'ajoute que Poujade a fait beaucoup de choses à Dijon. Il a prouvé qu'avec cet intérêt pour le lieu, pour le milieu, c'est ça l'écologie, c'est la considération du milieu, de la vie par rapport à son milieu, on pouvait rénover une ville qu'il a dirigée pendant 32 ans, je crois, et qui est devenue, grâce à lui, une des plus belles villes de France. C'est-à-dire que tout ce dont on parle peut avoir des traductions immédiates. Voilà. Merci, Paul-Marie Couteau. Autour d'Adrien, d'évoquer une figure paradoxale, à ma connaissance, mais très intéressante.
Oui, mais alors beaucoup plus terre à terre. Oui, que justement, encore on mieux, revient Paul très Marie. vite. Mais en lien avec mon enracinement dans les confins de la Beauce et du Perche. J'y reviens. Donc là, il s'agit d'un lieu, un parc clos de murs de 300 hectares, du nom de Maillebois. Très jolie propriété qui a donné un maréchal de France d'ailleurs sous l'Ancien Régime. Et un homme, professeur de médecine à la retraite, Paul Armand de Lille. Armand étant la première partie de son nom, comme nombre de familles bourgeoises qui ont accolé le prénom à l'ancien nom. Et ce professeur de médecine à la retraite, donc avait le temps avait du temps pour s'informer et a lu que en Australie, une expérience avait formidablement bien fonctionné pour réguler la surpopulation de lapins de Garenne. Et donc, il s'est procuré, à titre privé, le fameux élixir et, considérant son parc clos de murs, s'est dit qu'il pouvait faire une petite expérience dans son coin et a inoculé le fameux virus de la myxomatose à quelques individus lapins de Garenne de son parc. Nous sommes en 1952, la France, 52. l'Europe est... subit une surpopulation des lapins de Garenne qui sont indestructibles et qui pullulent. Voilà. Alors, c'est une expérience redoutablement bien réussie dans son parc, mais voilà, quelques semaines plus tard, on découvre des petits lapins décédés de la myxomatose à des kilomètres, voire des dizaines de kilomètres. Et c'est ainsi qu'en quelques semaines, quelques mois, la myxomatose s'est propagée dans toute la France et même bien au-delà dans toute l'Europe et a décimé les populations de lapins de Garenne. Donc, cet individu, donc Paul Armand de Lille, a été adulé par les paysans, adulé par les forestiers, puisque c'était un mâle qui, enfin, on arrivait à juguler, à dominer, et voué aux gémonies, évidemment, par les chasseurs, dont l'animal, le gibier fétiche, venait de quasi disparaître. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le ministère de l'Agriculture lui a décerné la médaille d'or, etc. Donc, il a été vraiment récompensé. Et en même temps, une loi a été votée très rapidement après cette expérience en interdisant les inoculations privées de virus pour faire des expériences qui peuvent avoir des conséquences bien au-delà que d'un parc privé. Donc voilà, c'était un petit fait qui vient de ces confins de la Beauce, mais qui a eu des conséquences mais considérables, pour l'agriculture, la forêt, l'écologie, pour la chasse, évidemment. Et effectivement, on a l'exemple aussi d'un déséquilibre. Dans un premier temps, bien sûr, grande joie des agriculteurs qui luttaient. Et c'est vrai qu'il y avait des coûts considérables avec des petits grillages, c'est les fameux grillages à lapins, qui devaient être mis le long de toutes les cultures. C'était des frais et puis énormes. Des équipes de chasseurs dont c'était de la destruction. Oui, tout à fait. Voilà. Mais à moyen terme et plus encore à long terme, ça a entraîné un déséquilibre profond de toute la chaîne alimentaire de nos contrées européennes. C'est-à-dire que le lapin, c'était la nourriture de base d'à peu près tous les prédateurs qui se sont reportés sur d'autres bêtes et bestioles et ont fini par déséquilibrer totalement le petit gibier sous nos contrées. C'est vrai que les conséquences sont en fait considérables, très importantes. Voilà, 1952, Maillebois, Eure-et-Loire. Avec voilà, des scènes, je pense qu'on a tous, je ne sais pas si vous les avez, moi je les ai encore eues quand j'étais tout jeune, parce que la myxomatose revenait par vagues, donc elle pouvait s'arrêter quelques années, les lapins à et puis nouveau lapinaient. Et puis parfois peuvent d'ailleurs, on voit des lapins qui se sont auto-immunisés contre le virus. Mais régulièrement, cela revient. Et moi, j'ai des récits de mon père, et moi, je l'ai vu à petite échelle, mais des forêts littéralement remplies de lapins fantômes. Vous savez, atteints de myxomatose, ils ne voient plus rien, ils se cognent dans les arbres. C'est abominable, mais qui sont agonisants. Etc. Et les forêts étaient remplies de ça. Ça a été des scènes qui ont marqué toute une génération dans les années, en particulier 60-70, parce que
l'extension vraiment sûr. du virus, c'est dans ces années-là. Ben, écoutez, merci pour ce récit. Je respectais cette les figure, thématiques. Exactement, non, c'est écologique, très bien. chasse, Moi, agriculture. je vais être très rapide, mais j'aime bien tout de même, je voulais partager à nos auditeurs. D'ailleurs, je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent participer à cette émission, nous écrire. Nous sommes en direct ce soir, donc qu'ils n'hésitent pas. On lira bien sûr tous leurs mots, très nombreux, j'espère qu'ils nous enverront. Je voulais vous parler de la lettre aux paysans de Giono sur la pauvreté et la paix. Giono l'écrit en 1938. Assez désespéré et en fait il propose une voie à ces paysans, celle d'être de la pauvreté volontaire, du travail de la terre, qui est la vraie source de liberté et de paix intérieure. En fait, Giono était terrorisé par la Seconde Guerre mondiale qu'il voyait bien sûr arriver et dont il imaginait bien qu'elle allait détruire l'Europe. C'était un grand pacifiste et son dernier espoir allait aux paysans. Que je trouve touchant. Je me dis qu'aujourd'hui, hélas, on a une très agréable compagnie autour de cette table, mais je pense qu'on a tous conscience qu'on va vers des événements très graves, très dramatiques. Et je me dis effectivement que ce rappel à la terre vient souvent dans les... D'ailleurs, je pense au Géorgique de Virgile, c'était aussi exactement face à la paix civile, un retour à la terre. Géorgica, les travaux de la terre, le souci de la terre, le soin de la terre, et c'était dans une période également de guerre civile. Donc voilà, souvenons-nous de nos paysans, parce que c'est peut-être là que réside la vraie sagesse. Mais à dans les l'époque moments de troublés. Giono, il y avait des millions de paysans. Aujourd'hui, Aujourd'hui, la terre est là, mais les paysans, ils sont il plus. n'en reste plus beaucoup. J'en profite. Ah, il y en a, d'ailleurs, il reste les meilleurs, Il reste les plus les meilleurs. résistants. Merci beaucoup. Dernière petite insigne, bravo Adrien. Quel C'est saillie. qu'en parallèle, Adrien Je crois. nous disait à quel point ces rendements étaient bons. En parallèle, le bio d'ailleurs s'écroule, il faut le savoir. 54 000 hectares en moins en 2023, 56 000 hectares en moins en 2024, et ça continue. C'est une Mais pourquoi parce que trop cher, les consommateurs n'achètent pas. Mais c'est faux. Il y a des- Ah, il y a mais c'est plus certains cher de produits fait. bio. Mais non, certains. Regardez, Certains produits bio, mais marché, il y a certains produits bio qui sont moins chers que les cochonneries. Je ne pense Écoutez, pas qu'il y ait une moins de véritable soutien de volonté profonde d'encourager le bio. En tout cas, ça n'est, à mon avis, pas du tout Oui, c'est plutôt ça. la politique du syndicat dominant, la FNSEA, qui ne mérite pas du tout d'être dominante, mais qui l'est malgré tout, en pouvoir, mais Les certainement dernières pas en élections, nombre de voix. La FNSE en janvier dernier a perdu un certain nombre de... se sont Tout à fait. bousculés, oui. C'est- Pour la c'est première un- fois, ils n'ont première pas fois. eu la C'est majorité un- absolue depuis l'après-guerre. C'est un C'est pouvoir, c'est c'est pas un assez, pouvoir c'est qui pas assez. s'érode. C'est vrai que Pas c'est un assez. pouvoir qui s'érode, mais c'est un pouvoir quand même très 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 résistant et qui n'est pas du tout adepte de la paysannerie et du bio. On l'a déjà largement évoqué sur cette émission. La FNSEA qui, à travers la gestion des chambres d'agriculture, a été épinglée sévèrement par la Cour des comptes parce que c'est une gabegie sans nom que ces chambres d'agriculture, et qu'un budget qui augmente à mesure que le nombre d'agriculteurs diminue, avec des aberrations dans Et les puis dépenses. une obscurité des comptes qui Et est... à peu près Et même totale. dans les élections. hein. Oui, bah, apparemment, mais tout il y est a eu- opaque. Il y a eu des régions merveilleuses où la coordination rurale, donc principal syndicat opposant aujourd'hui avec la Confédération paysanne, mais principal syndicat face à la FNSEA, qui a pour la première fois fait un peu moins de 50%, et il est arrivé dans certains départements qu'il y ait une majorité de sièges, mais ensuite qu'elle n'obtienne pas la présidence de la Chambre, parce qu'il y avait des tractations, on s'entendait, et puis finalement, voilà, restons en place à tout prix. Mais on ne le rappellera rappelle- jamais assez. Ça à la rappelle tête- l'Assemblée nationale, non Un petit peu. Ah, mais à la tête de la FNSEA, nous avons Arnaud Rousseau, qui n'est pas simplement agriculteur, mais Eh qui est à la oui. tête de la Du groupe société Avril. Avril, qui est un groupe agro-industriel de première importance, et évidemment qui défend ses intérêts à travers la FNSEA. Voilà, petite citation de Giono dans cette lettre aux paysans. La pauvreté, c'est la richesse de celui qui n'a pas besoin d'or pour être libre. Je trouvais ça charmant. Mais bon, revenons à des choses plus pragmatiques peut-être, mais la réponse n'est pas simple. Hein. C'est la question de cette émission. Comment arracher l'écologie à la gauche ? Qui a envie de s'y mettre ? On sait ici, à cette table, et nos auditeurs savent, on a eu plusieurs émissions à ce sujet, à quel point l'écologie est ancrée à droite par les littératures, on en a parlé déjà, par la philosophie, mais pourquoi Et dans la a-t-elle droite été chrétienne, récupérée d'ailleurs. On parlait tout Exactement. à l'heure de la Confédération Paysanne. paysanne. Coordination rurale. La coordination rurale, oui, rurale, c'est Ouais. une autre fédération, ça. Elle a été fondée par un grand chrétien, Jacques Legnaud, dont j'ai Ah oui. plaisir à dire le nom, parce que c'était d'abord un chrétien. Et il y a beaucoup, beaucoup de chrétiens à l'origine
de la coordination rurale. Alors, Paul Marie, C'est ça je sens que vous avez envie de nous expliquer comment arracher l'écologie des griffes de la gauche. Oui, je crois qu'il faut. Pardon de me répéter, parce qu'on a déjà fait une émission cette semaine sur le sujet. Justement, on avait. Mais on l'a arrêté au moment où on posait cette question. Alors, c'est bien pour ça que je le reprends. Mais quand même, je répète ce que je disais en conclusion. Je crois que laissons la gauche dans ses errements, et la gauche écologiste dans ses errements. Elle devient d'ailleurs. Elle devient assez inaudible. Enfin, elle n'a plus rien à mettre sur la table. C'est plus qu'une superstructure qui se gère, qui gère son petit électorat, lequel n'est pas en croissance du tout, et plutôt en décroissance. Ce qu'il faut faire, je crois, c'est réinstruire la droite autour, pour moi, des valeurs conservatrices. Je radote un peu, mais je parle en tant que directeur du Nouveau Conservateur. Je crois que ce mot conservateur, qui a bien des inconvénients, bien des avantages, dit assez ce que doivent être les forces de conservation. Et justement, je parlais du patrimoine, de la vie rurale, des traditions, des paysages. Et je pensais même, mais je ne sais pas si on était d'accord, François, que un des paradigmes, vous savez, la gauche a beaucoup de paradigmes, le progrès, l'égalité, etc., qui finit toujours par les rassembler, quelle que soit leur diversité, notamment au second tour, pour être très pragmatique, ce que nous n'arrivons pas à faire, nous, bien sûr, à droite, parce que faute de paradigme commun, je crois que la nature pourrait être un des paradigmes communs de reconstruction d'une pensée conservatrice. On pourrait peut-être dire légitimiste, si on reprend les catégories de Raymond, dont nous sommes tous victimes, parce que les trois catégories de Raymond, à mon avis, c'est une vaste imposture à la Sciences Po, mais enfin, cette boîte Afrique qui s'appelle Sciences Po, mais ce n'est plus qu'une boîte Afrique, d'ailleurs. Ça marche bien. Voilà. Non, pas Sciences Po, mais les catégories de René Raymond, elles sont pratiques. Je ne sais pas pourquoi cette bêtise marche, parce que la droite orléaniste, c'est pas une droite. L'orléanisme, c'est le libéralisme, donc c'est à gauche. C'est plutôt à gauche, oui, traditionnellement. Quant c'est la gauche affairiste, si vous voulez, ou un centre bonapartisme. Le corpus bonapartiste, il est intégré dans le bloc républicain. Il est plus à gauche qu'à droite, Bonaparte, d'une certaine façon. Je ne vois pas pourquoi il ferait partie, il inspirerait une droite. Une forme de droite sociale, même si je trouve qu'elle trouve davantage sa source dans le légitimisme. Oui, et la droite légitimiste, elle est très sociale. La doctrine sociale de l'Église qui l'inspire, qui a inspiré jusqu'à De Gaulle et la participation, elle est tout de même assez vivante. Et je crois qu'on pourrait se satisfaire de la droite légitimiste. Donc ce qu'il faut faire, c'est rendre de nouveau la droite à ses origines, à ses traditions, à Chateaubriand et Gustave Thibon, par exemple, pour prendre des figures très diverses. Et c'est notre travail. Voilà, comment l'arracher à la gauche, c'est faire du travail intellectuel, ce que nous n'avons pas assez fait. Je ne parle pas pour moi, je fais que ça. Je vois Tanguy devienne hausser un sourcil. Non, c'est en fait, ça m'inspire une réponse. Eh bien, qui veut commencer? Je peux intervenir juste, Adrien qui dit Sciences Po n'était pas qu'une baraque à frites dans le temps. À frites? Oui, Afrique. C'était pas qu'une... Ah, mais il y a 40 ans, assez au nord. C'était encore pas mal, mais maintenant, depuis que M. Recoin, là, il est passé au Descoings, oui. Richard, j'ai bien connu d'ailleurs, est passé par là, c'est pour ça que je m'amuse de déformer son nom. L'herbe ne repousse pas à Sciences Po, c'est fini, c'est mort. Il y a eu 2 Sciences Po. Non, je crois qu'il faut qu'on fasse du travail intellectuel pour recoudre notre tissu trop déchiré de la tradition, et ce qu'on peut appeler la droite légitimiste. Tanguy de Vienne, je sens que vous avez envie de réagir, et c'est vous qui m'avez parlé il y a quelques jours d'un autre sujet, mais qui est totalement lié, l'indifférence aussi des gens de droite aux enjeux écologiques, à l'observation de la nature. Exactement. Eh bien oui, c'est exactement ce à quoi je pensais. C'est-à-dire que, encore pour vouloir récupérer ce thème ô combien important, encore faut-il en avoir la volonté. Et c'est vrai que ce n'est pas ce que l'on ressent aujourd'hui. C'est-à-dire que non seulement la gauche exploite ce thème
et je dirais avec une certaine légitimité, puisque la gauche s'est toujours targuée d'être du côté de l'idéologie ou de l'idéal, alors qu'à droite, on est beaucoup plus fier d'être pragmatique. Et en général, le pragmatisme appelle plus un horizon court terme, ou en tout cas, si on devait définir le but du monde à droite, eh bien, si on était méchant, on dirait que ce serait la rentabilité. Mais c'est pas ça la droite, c'est une fausse droite. Mais c'est une fausse droite, mais qui est devenue une réalité malgré tout. C'est ce que souvent je m'amuse à dire que comment la droite a encore beaucoup de convictions. Malheureusement, elles sont toutes fiscales. Voilà. Donc, et c'est vrai qu'on peut critiquer la gauche tant que l'on veut. Elle garde je dirais, une légitimité du côté idéologique, et donc en se targuant d'avoir un idéal humain. Alors que à droite, c'est beaucoup moins revendiqué. Je ne trouve pas que ce soit un défaut, mais parce que le pragmatisme, je suis beaucoup plus adepte du pragmatisme et justement du réalisme. En revanche, lorsqu'on parle d'écologie, à droite, on a l'impression de passer pour des poètes ou de passer pour des personnes dont on tiendra compte en dernière instance parce que bon, voilà, ok, d'accord, on va habiller un petit peu de vert nos propos et nos programmes. C'est une question d'homme aussi. Il y a plus de Poujade. C'est vrai que c'est une question d'incarnation, mais vous l'incarnation. parliez justement d'un Brice Lalonde. Brice Lalonde, je trouvais, avait une belle ambiguïté, entre guillemets, c'est qu'il n'était ni à gauche ni à droite, ou en tout cas il se revendiquait de n'être ni l'un ni de l'autre, et lorsqu'on lui posait la question, on le sentait lassé, et c'est peut-être une des raisons pour laquelle il a quitté le champ politique. Il n'a pas tenu, oui. Oui, parce qu'en fait il en avait assez de défendre une cause que l'on voulait absolument enfermer, en tout cas tous ses interlocuteurs, même pas ses contradicteurs, mais ses interlocuteurs, le journaliste compris, lui demandait sans cesse mais d'où parles-tu camarade, et en fait d'où parles-tu camarade, c'était soit de gauche soit de droite, mais ça ne pouvait pas être simplement écologique. Oui, mais alors c'est un peu ce que je disais, ce qui manque, c'est des personnages, des personnalités, une incarnation. Et il y a eu un temps avant Brice Lalonde, il y a eu Wechter qui a été beaucoup plus solide sur l'idée du ni droite ni gauche, mais la mécanique de gauche a marché différemment. En fait, c'est Mitterrand qui a réussi cette espèce de 81, cette espèce de récupération magnifique d'à peu près toutes les forces, y compris l'écologie, en créant un rassemblement où figuraient à la fois des communistes, alors hyper productivistes, qui n'avaient rien d'écologistes, et puis Brice Lalonde qui représentait l'écologie, puis qui ensuite donnera naissance au Vert, au Europe Écologie et tout le Bataclan. Mais il y a une mécanique politique qui nous a échappé, parce qu'il n'y a pas eu... Enfin, en fait, aussi, c'est toujours ce que je dis, la gauche a bénéficié de l'énorme stature de Mitterrand, en fait. Et nous, à partir du moment où on a jeté par-dessus bord, beaucoup ont jeté par-dessus bord l'héritage du général de Gaulle, on n'a pas eu de grand homme qui aurait pu jouer comme Mitterrand avec la Roche de Solutré, Latché, etc., sur différents registres. Et il y a aussi une mécanique politique. Oui, vous voulez dire, il n'y a plus vraiment d'imaginaire de droite. Non, mais c'est aussi cela. C'est-à-dire que dans les fondements, d'une certaine manière, de l'écologie, il y a Burke, bon, c'est en anglais, c'est comme ça, on n'y peut rien, mais l'idée d'un contrat social, d'un pacte entre les morts, ceux qui sont morts, les vivants, et les hommes à naître, les gens à venir, c'est ça qui devrait être fondamentalement l'imaginaire de la droite. Oui. Il est vraiment d'une longue transmission, d'une chaîne qui doit nous donner un horizon très, très lointain et une grande profondeur d'analyse et une grande hauteur de vue. Voilà. Et plus personne, comme le dit Tanguy de Vienne, je le rejoins largement, c'est les convictions fiscales. Le veau d'or, j'ai l'impression qu'il a quand même largement tout... corrompu. Oui, il faut faire attention parce que la lutte contre la dépense, c'est aussi... Non, je parle pas. Ça, c'est tout à fait normal de lutter contre la dépense. À la fois réactionnaire et conservateur. Non, mais si vous voulez, à droite, j'entends beaucoup, par exemple,
Aujourd'hui, après tout, c'est chez lui, il fait ce qu'il veut. Sous-entendu, il peut polluer, il peut salir, il peut détruire. La propriété privée l'a emporté. Bien sûr que je crois à la propriété, je pense on y croit tous à cette table. Mais à un degré où le bien commun a été complètement effacé. C'est-à-dire que... Oui, parce que la droite est devenue une droite américaine. Aujourd'hui, c'est flagrant. La formule est belle. Les États-Unis. Il y avait la gauche américaine. Le mot était utilisé par Chevènement pour flétrir la droite américaine, qui était incarné par des rocards et autres. Bon, je crois qu'il y a aussi une droite américaine qui fleurit aujourd'hui autour de CNews et autres, et ils n'ont pas du... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ils sont rachetés par le fric, quoi. Bon, Radio Courtoisie reste à l'écart, Dieu merci, pourvu que ça dure. Mais à part ça, là, la droite a été... Alors, il y a eu Occident, a été occidentaliste, américaine, productiviste... La première chose à faire, c'est de nous débarrasser de cette droite américaine et revenir à la droite légitimiste dont je parlais. Vous évoquiez Gustave Thibon. C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a plus le Gustave Thibon, c'est Jean-Claude Michéa aujourd'hui, qui est un homme de gauche, qui est revenu à la nature, professeur de philosophie, qui pense les dérives et les risques de totalitarisme du libéralisme laissé à l'état sauvage. C'est vrai qu'à droite, on ne voit plus de ce genre de penseurs. Je relisais simplement les réflexions de Marguerite Yourcenar, qui n'était pas particulièrement une femme de droite, mais en réalité, quand on la lit, elle était pleinement de droite. On est d'accord. Effectivement, elle avait cette obsession normale de la nature, de la transmission, de l'amour des traditions. Ses souvenirs sont très émouvants et remplis. Et c'est vrai que je ne vois plus, je peux me tromper, il y a un problème d'incarnation encore des non seulement figures... dans le domaine politique, mais aussi dans le domaine littéraire. Exactement. Oui, mais il Quand je reste parle d'imaginaire, c'est ça, c'est que ça doit être littéraire aussi. Alors, il reste, je trouve, un espoir à droite, parce que la droite est devenue composite aujourd'hui. On peut être européiste et être de droite, et être souverainiste et être de droite. Je vous cite. C'est ce que je disais, oui. Oui, mais je pense que le souverainisme recouvre une notion justement écologique. Alors, malheureusement, on le voit à travers le RN, ça n'est pas vraiment leur tasse de thé. En tout cas, sur le fait de s'allier à la FNSEA, trop souvent... et même, je dirais, ne serait-ce qu'une fois, c'est déjà trop souvent, de s'allier avec la FNSEA et de voir qu'en fait un courant souverainiste s'allie, ou en tout cas qui se revendique souverainiste, s'allie avec un tel syndicat, c'est vrai que c'est contradictoire. Alors que la vraie proximité, c'est la coordination rurale. Hein. Là, je tiens à défendre. C'est vrai. Qui liée à je pensais à la loi du plomb. Voilà, je pensais à la loi du plomb qu'ils ont adoubé. Je crois qu'il y a eu que 4 abstentions de députés RN, malheureusement. Tous les autres ont été priés de voter dans ce sens. Et malheureusement, ils adoubent une loi qui est vraiment qui n'est pas du tout signé souverainiste. C'est le moins que je puisse dire. Je crois que c'est un très bon exemple. J'aimerais qu'on revienne, sans parler, la loi du plomb, on en a discuté longtemps, le rétablissement de l'acétamipride, c'est le point principal. C'est une loi qui effectivement s'adressait davantage à des agriculteurs déjà favorisés, déjà avec des moyens importants, donc la possibilité de construire des bassines. Si je puis me permettre, beaucoup d'agriculteurs. Et ça s'adapte à un monde en le considérant comme inexorable. C'est-à-dire qu'on s'adapte. Ça a été vu, exactement. C'est l'empire du moindre mal. Je reprends la phrase. C'est le moindre mal. C'est-à-dire qu'on s'est dit, la loi du plomb, ça n'est pas terrible. Moi, beaucoup de députés que je connais ont dit, c'est bien pire sûr, que ça. Ça n'est pas incroyable, mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire face à un système de toute façon qui est nocif et toxique ? Donner quelques moyens, même si ces moyens-là sont nocifs et toxiques, ça va tout de même les permettre de survivre encore un petit peu. La vraie question derrière, finalement, c'est comment lutter contre le système actuel qui, de toute façon, va forcer les agriculteurs à se convertir à des systèmes très conventionnels, très chimiques. Je voudrais juste rappeler une chose, c'est que la loi du plomb choisit de s'adapter à un marché internationaliste. Qui considère que l'ouverture des frontières est une donnée inaltérable que l'on ne peut absolument pas remettre en cause. Mais au contraire, c'est exactement les souverainistes... Comment faire autrement ? Mais justement, le on peut le faire. Mais s'inscrit justement contre l'imitation du... Mais c'est une affaire de volonté. Le souverainisme, c'est une affirmation. Et le faire, et là, j'aimerais... Oui, mais si on commence à s'adapter finalement au marché international, c'est effectivement une perte de souverainisme encore adoubé, ou en tout cas on ploie le... Est-ce qu'on n'est pas prisonnier de ce système ? Adrien, vous qui êtes agriculteur, comment faire autrement ?
Ben, de toute façon, là, on n'en prend pas le chemin puisque le Mercosur va être On va dans le adopté pire une fois de plus. au niveau de l'Union européenne. Donc, en fait, on est dans cette... En fait, il y a des résistances, bien sûr, mais l'agriculture intensive conventionnelle qui a été encouragée, c'est même pas encouragé, qui était le mode d'agriculture voulu par l'administration. Le général de Gaulle compris. Depuis les années 60, avec le remembrement intensif de l'époque, on a un demi-siècle de pratique, plus aujourd'hui un étage supranational qui c'est même pas qui l'encourage, qui promeut ce mondialisme agricole. Donc voilà, le Mercosur, c'est imminent. Donc c'est... Et très concrètement, vous êtes aujourd'hui dépendant, par exemple, vous, Adrien, pour le prix de pour ce qu'on vous paye pour vos quintaux de blé ou de colza, de marchés internationaux. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas fixer les... Exactement. C'est de la bourse. C'est-à-dire qu'on regarde les marchés tous les jours, absolument, et on couvre ses positions. Et la question, et je pense qu'on est tous d'accord pour critiquer cette dépendance, mais comment en sortir? Et pour moi, ça résonne avec la question comment arracher l'écologie à la gauche. Finalement, on pourrait le dire autrement, comment sortir d'un système de toute façon productiviste, fondamentalement. Dans lequel... C'est là où nous pêchons beaucoup, parce que non seulement dans le domaine politique, alors c'est flagrant avec Marine Le Pen, on parlait justement du RN, dans le courte et affreuse période de ma vie au cours de laquelle je voyais régulièrement Marine Le Pen, je tombais de Karim Ancilla, toutes ces questions. Alors les médecines douces, un jour elle avait mal au dos, je lui dis mais utilisez autre chose que les médicaments, la cortisone, etc. Bon, une anecdote, je me dis mais qu'est-ce que c'est votre truc de charlatan, j'en veux pas. Alors, elle aurait été soignée en 3 jours si elle avait suivi. Bon, l'écologie, elle s'en fout, mais alors complètement. Dans les grandes largeurs. Je pense que c'est loin d'être sur l'alimentation politique qui est le plus insensible. Oui, enfin, elle a peut-être évolué, mais enfin, de mon temps, si je puis dire, c'était heureusement, ça n'a pas duré longtemps, ça a duré 2 ans, mais enfin, alors, question d'alimentation, par exemple, de diététique, elle s'en fiche complètement. Enfin. Mais pour leur dire autrement, quelle personnalité politique mais pareil, quand en face, il y avait Sarkozy, c'était encore pire. Je veux dire, d'ailleurs, Sarkozy, c'était un des rares présidents de la République, on voyait, ou comme Macron aujourd'hui, c'est la même eau, on voyait aucun paysage derrière lui. Déjà ça, derrière De Gaulle, on voyait Colombey, on voyait la forêt des Duits. Enfin, vous voyez, il y avait un enracinement, tout simplement. Pareil, derrière Pompidou, il y avait à la fois Cajard dans le Quercy et puis Bourboudif dans le Cantal. Pareil, derrière Mitterrand. Alors Mitterrand, il les a accumulés, lui. Il était de partout. La solitude. Oui. Non, mais il a bien fait. Il était de la Nièvre à Château-Chinon. Il a travaillé, oui, c'est ça. Il y avait Château-Chinon, il y avait la Rolle-de-Solutré, il y avait l'Atché, il y avait la Charente, enfin, il y avait tout. Partout. Mais ça, il a compris, et ça a marché. Je veux dire, cet enracinement-là a parlé aux Français qui n'étaient pas nécessairement de gauche. Chirac, pareil, avec sa Corrèze. Chirac était le dernier, parce qu'étonnamment, François Hollande, qui était maire de Tulle, de Corrèze aussi, on a l'impression qu'il était totalement déraciné. Il n'y avait pas d'insulte, s'il vous plaît. Il vient d'ailleurs. C'est vrai. Les gens de Corrèze vous diront qui est ce bonhomme, d'où vient-il? Non, il n'y en a plus d'enracinés, c'est ça. Et en tous les cas, il y a plus d'hommes de droite qui ont une culture traditionnelle de droite, voilà, de la droite légitimiste dont je parlais tout à l'heure. Cette incarnation est un grand élément de réponse à la question que vous posez, François. Enfin, ce défaut d'incarnation, et on pourrait dire autant dans le domaine littéraire, il n'y a pas de succession à Giono ou à Mauriac. Je vais vous laisser un instant de réflexion puisque c'est le moment du Bobino. Merci encore à Radio Courtoisie de nous accueillir et à la technique en particulier. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Chers auditeurs de Radio Courtoisie, je suis très heureux de vous retrouver donc, pour les Pâturages du Ciel, la 16e émission consacrée à la nature, à l'écologie, au patrimoine. Et c'est le jour de la fête de la Toussaint, nous sommes en direct, vous pouvez nous écrire. Et je suis ce soir aux côtés d'Adrien de Saint-Ange, Tanguy de Vienne, Paul-Marie Couteau et Marie également, qui va nous parler un petit peu de chasse. J'aimerais peut-être, avant de passer à ce débat sur la chasse à courre, la vénerie, les dégâts de gibier, qui est notre dernière thématique, qu'on essaie de trancher enfin cette question, comment arracher
l'écologie à la gauche, finalement, est-ce qu'on doit donner l'exemple, s'implanter nous-mêmes, créer un sanctuaire, revenir à la terre, y rester comme Adrien de Saint-Ange? Est-ce que vous avez une solution comme ça qui pourrait tenir de façon assez synthétique et qui pourrait convaincre nos auditeurs que cette question peut avoir des solutions? Alors, commencer. Tanguy Devienne. Je veux bien. C'est vrai que là, on parlait effectivement d'incarnation. Je pense qu'il faut que cette incarnation soit aussi une conviction. Aujourd'hui, on en manque à droite. Donc, effectivement, si on parle de l'élite politique, il n'y a pas de représentation parce qu'il n'y a pas non plus d'opportunité. C'est-à-dire que ce thème-là n'est pas porteur au sein même des partis de droite, sauf exception quand même notable. Mais chez les patriotes, par exemple, de Florent Philippot, qui effectivement revendique le localisme, revendique le fait qu'une loi comme la loi du plomb, justement, est parfaitement néfaste. Donc il y a un positionnement. Mais encore faut-il que ce thème porte à droite. Et à partir du moment où il sera considéré comme une opportunité même électorale, à ce moment-là, je dirais des incarnations monteront parce qu'elles seront valorisées justement au sein de la droite. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Finalement, il faudrait une catastrophe comme la pollution en Chine pour que les autorités réagissent et que les gens soient vraiment sensibilisés à ces enjeux. Oui, alors je me demande si ça suffirait. Oui, on se demande quelle catastrophe, parce qu'on a quand même beaucoup d'exemples aujourd'hui qui sont suffisamment convaincants pour être suivis. Et pourtant, on continue. Mais c'est l'histoire de la grenouille dans son verre d'eau qui chauffe. C'est vrai, tout à fait. Vous prenez la pollution aux pesticides, des résidus qu'on découvre chaque jour davantage, littéralement leur présence et leur quantité. Et le fait que très peu de sols en France soient aujourd'hui mais la prise de conscience est là. De cette pollution, mais c'est trop lent pour que ça arrive. La prise de conscience est là. On l'a à travers la signature de cette pétition contre la loi du plomb qui a rassemblé 2 100 000 signatures. Je veux dire, 2 100 000, on n'est pas du tout dans quelque chose d'anecdotique. Donc il y a véritablement une conscience populaire. Seulement, cette conscience populaire, on le voit d'ailleurs très bien aujourd'hui, elle n'est pas toujours très bien représentée. C'est le moins qu'on puisse dire. Et puis on n'a pas fait de parti, au fond. On aurait pu. Je ne suis pas un fanatique des partis, mais enfin, plus il y en a, plus ils sont faibles, donc plus il faut en créer. C'est une façon de contourner le problème partisan. Je crois que certaines personnes ont eu l'idée d'en faire. Commencez par moi d'ailleurs, mais personne ne s'est lancé. Dans les partis écologistes de droite. Non, mais c'est vrai. Cap 21. Cap 21 avec c'était Corinne Lepage. Oui, Corinne Lepage. Bon, c'est peut-être ambigu, mais bon, c'était oui. Alors, elle était peut-être pas fermement de droite, mais en tout cas, ça y ressemblait. Remarquez le succès de ce député Lassalle là. Oui. Il a eu un certain succès, une certaine audience qui était sans proportion avec ses qualités propres, si je puis dire. Mais simplement, il a incarné quelque chose d'enraciné et ça a réveillé quelque chose. Je crois que si quelqu'un avait le cran de se lancer dans la création, c'est un peu bizarre pour moi de demander la création d'un parti. Je suis plutôt du côté de Simone Veil, je trouve ça superflu, mais au moins, on aurait une parole, quoi. Et je ne sais pas pourquoi personne ne se lance, François. Pourquoi vous me regardez comme ça ? J'ai l'impression qu'il y a une suggestion. Bon, ben voilà en tout cas une solution concrète. Un jeune, quoi. Voilà. Ah ouais. Un 1er novembre, un parti sera créé. Et là, c'est filmé, on voit que je n'ai plus de cheveux. Alors déjà, c'est raté pour la jeunesse. Mais Adrien de Saint-Ange, non, pas de... Une idée. C'est inenvisageable de faire un parti écologiste conservateur. Est-ce qu'il y a la place aujourd'hui ? Bon, bah oui. Où on en est, il y a encore de la place. Il y a toujours de la place. Oui, encore faut-il. Peut-être que Adrien incarne justement une droite tout à fait indifférente à l'écologie. C'est une question. Alors, écoute, c'est une bonne question. Non, c'est vrai aujourd'hui. Parce qu'il y a la question de l'agriculture. Vous êtes également chasseur, on va en parler. Mais est-ce que cela vous concerne au-delà, bien sûr, de la région où vous êtes, où vous avez vos racines? Est-ce que c'est un sujet qui vous semble important? Et le terme lui-même, il a tellement été galvaudé par la gauche. Le terme d'écologie, il est pas mal. Hein. Oui, il est pas mal, mais pour le Kidam, c'est un terme de gauche. En fait, c'est un terme porté par la gauche. Donc, vous savez, les idées, elles vont de droite à gauche et de gauche à droite. Elles vont beaucoup de gauche à droite. Souvent de gauche à droite, malheureusement. Il faut qu'elles aillent de certaines. Il faut qu'elles rebasculent. Mais déjà, on voit midi à sa porte. Donc, on défend son territoire, son terroir, ses cultures, et puis son gagne-pain. Quand en plus, on a des
des ouvriers agricoles à payer. Donc, je dirais que oui, revenir à une écologie de droite, pourquoi pas, mais ça viendra de la base. Donc, par exemple, les élections de janvier dernier pour les chambres d'agriculture, c'est un signal peut-être. Oui. Alors, ce n'est pas la création d'un parti politique national, etc., mais ça vient de la base aussi, où là, il y a une évolution sensible qui est concrète. Oui, mais il faudrait qu'une personnalité allume une lumière à l'échelle nationale quand même, parce que ça vient de la base, de la base. D'abord, ça vient pas, et ensuite, la base, elle diminue beaucoup quand même. Oui, mais là, je prends un exemple là, concret qui s'est passé cette année. Après, pour l'homme providentiel de l'écologie de droite, pourquoi pas, hein, mais... Ça m'étonne que personne ne prenne le créneau. Enfin. Oui, non, mais je sais que nous savons en tout cas Je que vous pense voyez que à cette table. Vous Cela a voyez à été cette table. suggéré à plusieurs, mais c'est l'ennui de l'écologie, c'est qu'il faut tomber au bon moment, comme beaucoup de thématiques d'ailleurs. Et ce qui a fait peur, c'est, vous prenez en ce moment, c'était la première fois qu'en préparant cette émission, il n'y avait aucune actualité sur le sujet. En cherchant bien entendu, on pouvait en trouver. Il n'y a pas de canicule, il n'y a pas de grands incendies, il n'y a pas de pollution dramatique. Les températures du mois ont été, pour la première fois depuis plusieurs années, dans les normales de saison. Là, on a eu un automne à peu près cohérent avec ce qu'on a pu connaître dans les années 70, 80, 90. Donc, effectivement, dans ce genre de moment, on a l'impression que les gens lâchent la thématique. Alors, ils vont s'attacher à d'autres objection. sujets. Il y a eu un ouragan d'une intensité absolument délirante, mais sur quelle île, rappelez-moi? Là, très récemment. La Jamaïque. La Jamaïque, oui, voilà. Ouais. Oui, mais c'est loin pour les gens. Mais je sais, c'est vrai, voilà, terrible. c'est loin, donc ça n'existe pas. Non, mais je vous l'accorde. Alors, ce que disait très justement, c'était la dernière émission où vous étiez présente en Guy Devienne, Hervé Juvin, au sujet de l'écologie, c'est de la manière la plus efficace d'avoir un programme solide et une application viable, c'est un régime assez autoritaire. Oui, bien sûr. En Chine, on a littéralement planté des millions d'arbres, déplacé des quartiers entiers pour y implanter des parcs, délocaliser. Enfin, c'est fascinant ce qui a été fait. Et ils ont obtenu, effectivement, c'est ce qu'ils nous expliquaient. C'est-à-dire que ça vient de là-haut, ça vient d'en haut. Autrefois gris deviennent incroyablement purs, que des zones qui étaient ravagées, mais vraiment démolies par la pollution, la saleté, etc., soit préservée de toute espèce de fumée, quelle qu'elle soit. Enfin, hélas, nous, dans une démocratie où là, à quel délai en sommes-nous arrivés? À quelques jours pour un gouvernement. Enfin, je ne sais même plus combien on a eu de ministres de la transition énergétique. Voilà le beau nom qu'on lui donne. De l'écologie, c'est en un an simplement. On ne saurait même pas les nommer à cette table. Mais on peut y voir effectivement de l'autorité. Mais j'y vois aussi du souverainisme. C'est-à-dire que la Chine est maître chez elle. Oui, voilà. Oui, les deux. Ben ça, je m'empêchais de le dire parce que je ne voudrais pas être long, mais c'est très important. Les thèmes écologistes, comme le réchauffement climatique, qui, à mon avis, est imposé pour ne pas parler des vrais enjeux écologistes. C'est vrai, c'est une opinion souvent partagée. C'est comment peut-on dire, une diversion, pardon. Parfaitement réussi, j'en ai vu l'origine. Moi, j'étais à l'ONU quand j'ai fait le discours qui m'a rendu très écologiste encore. Enfin, c'est moi qui le faisais. Le premier discours, le discours du secrétaire général de l'ONU, qui était Boutros-Ghali, dont j'étais la plume, au sommet de Rio, qui a été le premier sommet qui ensuite se décline. On est à 21, 22, 23. Avec quel succès, etc. Non, mais c'est un très beau discours. C'est un de mes plus beaux discours. La maison brûle, la maison brûle. Oui, c'est ça, voilà. Ben, bon, je vois que 40 ans plus tard... Nous connaissons nos classiques. Ça, c'est 2002. C'est Chirac. C'est 2002, je crois, ou 2000... oui, le mien, c'est 92. Enfin, le mien, pardon, celui de Boutros-Ghali, c'est 92. Bref, je vous parle de... J'ai eu divers porte-parole, qu'est-ce que vous voulez, je suis mélange. J'ai vu, de mes yeux, l'organisation incroyable. Ça existait déjà, le GIEC, autour d'un certain Maurice Strong, qui sera plus tard d'ailleurs convaincu de concussion ou de détournement de fonds. Mais enfin, bref, qui était un américano-canadien, qui voulait absolument que ce discours soit organisé autour du réchauffement climatique. Et les Américains derrière. Et en fait de souveraineté, il y a ça aussi. Ils ont imposé au thème écologique leur propre thème, qui est un truc totalement bidon, le réchauffement climatique, tout au moins d'origine
humaine. Je suis en complet désaccord avec vous. oui. Je demande pas. Je sais qu'il fait chaud l'été, mais Non, bon, non, parce que le c'est pas réchauffement, nécessairement d'origine humaine, hélas, François. est une réalité. Le Non, sujet, mais là où François, je vous si vous rejoins, aviez vu l'insistance de Maurice Strong, de l'ambassadrice des États-Unis, à peser sur ce discours, à l'organiser autour du réchauffement Paul-Marie, climatique, vous verriez qu'il y a un enjeu politique et un mensonge qui justement a pour but, et Boutros l'a bien compris, d'ailleurs on n'en a pas dit un mot, là ils ont complètement perdu cette partie, on n'en a pas dit un mot dans tout le discours de Rio du réchauffement climatique. Alors, vas-y. Tanguy, mais là c'est une diversion, le réchauffement climatique. Je suis obligé de répondre. Le réchauffement lui-même, non. Il est prouvé de 1000 manières, aussi bien par les feuilles des marronniers en Suisse que par les feuilles de cerisier au Japon, que par chaque agriculteur de chaque petit pays de France. La question de savoir s'il est d'origine humaine. L'anthropisme, ça me semblerait très naïf de croire que nous n'avons strictement aucun impact sur une période récente sur ce sujet. En revanche, là où je vous rejoins, c'est que le fait de s'obséder de cette conséquence parmi de nombreuses autres conséquences de la pollution humaine, parce que c'est ça le sujet, c'est la pollution, par exemple, c'est la pollution humaine et l'absence de localisme. Et c'est effectivement, ça qui pourquoi est-ce qu'il y a eu focalisation sur cet aspect précis? C'est parce qu'il a la seule solution, quand on prend l'enjeu par ce biais-là, c'est une solution globale, réglée par des grands machins multinationaux, etc. Mais je distinguerais bien les deux. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que le réchauffement n'existe pas. Ça veut dire qu'il y a eu récupération de cet aspect de la pollution humaine parce qu'il y avait justement règlement... Vous n'étiez pas né en 73, mon cher François, mais on a eu très chaud. Oui, mais je vous assure, si vous voulez, je vous sors tous les chiffres et les évolutions les chiffres, de chaque année. Strong, il est arrivé avec des tonnes de chiffres. Et en 73, vous pensez avoir eu très chaud, mais comparé à ce qui s'est passé en 2022-2023, c'était absolument dérisoire. Non, mais il y a des cycles, c'est tout. Bon, voilà. Non, l'important... J'aimerais le croire, mais je pense que ce serait... Il y a des cycles. C'est très imprudent. En 1710, François, vous posiez dehors, pendant l'hiver 1710... Oui, c'était le minage glaciaire. Un verre de vin, il glaçait en quelques minutes. Bon, c'est plus qu'à maintenant, il y a des variations. Puis ça n'a rien à voir avec le je ne sais pas moi, la pollution des... Non, mais je suis opposé évidemment à l'utilisation obsessionnelle, et qui peut avoir un effet, mais enfin il est quand même assez mince, je pense, des super-tankers. Moi, ce qui m'obsède, c'est les avions, c'est le transport, c'est la bougeotte universelle, ces animaux qu'on abat dans un pays, qu'on conditionne dans un autre, qu'on vend dans un troisième. Donc vous admettez que ça a une incidence aussi climatique? Enfin, le problème, c'est le commerce international et le libre-échange. Voilà le problème. Oui, voilà. Mais ça, en fait, nous l'approuvons tout à fait. Mais c'est clair que ça crée une équation dans laquelle l'homme a une importance qu'il n'avait pas auparavant. C'est-à-dire que si on compare ça au XVIIIe siècle, on se dit mais la population était de moins d'1 milliard sur la Terre. Aujourd'hui, nous dépassons les 8 milliards avec une consommation par habitant de ressources fossiles qui n'a strictement rien à voir. Allons chercher derrière ce qu'il y a, mais ne nous obsédons pas sur l'idée que il fait chaud, on ne peut plus respirer, on doit faire des trucs électriques, etc. Non, mais on en voit les conséquences jusqu'à la taille des poissons, des anchois et des sardines dans le golfe de Gascogne. On en voit les conséquences vraiment sous notre nez, dans les paysages qui nous entourent, dans la mort des châtaigniers et des chênes Cécile et des chênes Cécile dans les forêts françaises, parce que oui, le climat se modifie. Donc vous avez un ensemble de faits. Et pourtant, là, cette fois-ci, l'homme, dans ces changements climatiques, n'aurait aucun impact. Je me dis que ça cache des origines, on n'est pas si opposés que ça, ça cache des origines, qu'elles aient une grande, petite influence sur le climat. Je crois que beaucoup de vrais scientifiques, parce que c'est du GIEC, parce que vous savez comment ça marche, le GIEC. C'est des dizaines. Là, je ne parle pas du GIEC. C'est vraiment les mesures, tout simplement. C'est quand même une machination et une machine de propagande autour du GIEC. Il ne faut pas exagérer. Ça aussi. Mais ça cache justement les vrais problèmes qui sont, au fond, le libre-échange. C'est pour ça que les Américains ne veulent pas du tout qu'on pose la question. Là-dessus, nous sommes d'accord. Oui. Et souvenez toujours que ce n'est pas parce que votre adversaire dit que le ciel est bleu qu'il n'est pas bleu.
D'accord. Ça me parle. C'est effectivement, oui. Ça n'est pas parce que les pires salauds vont expliquer qu'il fait chaud que l'été, ou même d'ailleurs. Oui, c'est au-delà de ça, c'est vraiment des mesures. On le voit dans les cultures, tout bêtement. Là, je vais vous parler de ma région, mais il va petit à petit falloir abandonner le maïs au profit de cultures moins gourmandes en eau l'été. À l'inverse, les vignes commencent à se planter en Normandie, en Angleterre. Il faut le faire de toute façon. C'est tout de même une réalité qui est très facilement mesurable. D'ailleurs, qui va là où, mais il faut là le faire où on de va toute peut-être façon. se rejoindre, c'est qu'il y a cette vision catastrophiste, alors que certains pays vont en profiter beaucoup. La Russie, par exemple, le Canada, par exemple, vont effectivement avoir des terres arables qui vont être décuplées dans les prochaines années. Et avec des routes maritimes qui vont s'ouvrir. Nous, à l'inverse, on a un sérieux risque d'en pâtir. Donc, autant se préparer. Et se préparer ne veut pas dire le faire avec l'idéologie du GIEC, c'est là qu'on se rejoint, en se disant qu'il faut se flageller, considérer que l'homme blanc est responsable de tout ça. En revanche, comme le paysan français en 1710, il a dû rajouter certainement une épaisseur de mur, mettre un peu de paille dans son torchis et construire une étable un peu plus isolée. Les cochonneries de maisons sans mur ou avec des murs. Mais on est d'accord. Ce sera notre rôle de mieux s'isoler, Tanguy Devienne sait très bien le faire, ou de cultiver d'autres choses, peut-être, avec Adrien de Saint-Ange. Mais en fait, je trouve que ça renvoie ce thème et cette contestation justement du réchauffement climatique dû à l'homme, aux activités humaines. Ça nous renvoie à ce terme donc de climato-sceptique et qui discrédite justement la droite et qui permet à la gauche d'avancer cet argument en disant c'est du climato-scepticisme, donc ça n'est pas audible, donc on est du côté de la contestation la plus évidente, et c'est ce qui crédibilise finalement une écologie à gauche. Comme la chasse, je ne veux pas ménager les traditions. Quelle transition. Transition remarquable. C'est pareil, la chasse, c'est pareil, ça fait quoi à gauche ça fait quoi dans l'écologie? On va en discuter. La chasse, on va parler rapidement. Chasse, dégâts. Augmentation de la population de sangliers. C'est un mensonge d'opposer l'écologie et la chasse, et c'est un mensonge d'opposer l'écologie avec le réchauffement climatique. Tout est dit. Ouais, vous aurez le dernier mot après tout. Allez, qui commence avec les dégâts? Marie, est-ce que tu veux commencer avec la vénerie? Oui. Allez, on va commencer par un exercice amusant. Donc Marie, qui est au collège et qui va nous expliquer pourquoi elle n'est pas favorable à la chasse à courre. On va laisser un chasseur lui répondre. Marie, c'est à vous. Bonjour à tous. Rapidement, je voulais vous citer l'histoire de la chasse à courre. Donc la chasse à courre, elle remonte à l'Antiquité, où les peuples gaulois et romains pratiquaient la chasse avec des chiens. Après, au Moyen-Âge, donc la chasse à courre, elle est beaucoup réservée aux seigneurs et aux rois. Elle fut de Philippe Auguste à Louis XIV une activité royale. Donc les chiens étaient sélectionnés avec énormément de soin, des chevaux étaient réquisitionnés en renfort et les veneurs acquièrent un savoir-faire transmis oralement. À la Révolution française, les privilèges seigneuraux sont abolis, les forêts sont rendues publiques et la chasse à courre est interdite pendant un temps. Au XIXe siècle, la chasse à courre renaît notamment sous l'impulsion de la noblesse restaurée et la bourgeoisie qui monte en flèche. Ainsi, des sociétés de vénerie se créent ou encore la pratique se démocratise légèrement, mais tout en gardant son caractère élitiste. Elle devient un objet d'étude naturaliste, comme ils peuvent perfectionner les races de chiens ou encore en observant le comportement des animaux. Enfin, au XXe siècle, elle continue d'être pratiquée et elle devient de plus en plus marginale. Quelques décennies plus tard, la loi est devenue beaucoup plus stricte, notamment sur les périodes de chasse sur l'environnement ou encore sur les espèces. Merci pour cette première partie, Marie. Alors maintenant, je vais vous dire pourquoi je suis contre la chasse à courre. Donc pour moi, la chasse à courre, elle est loin d'être une simple tradition, mais une violence difficilement justifiable. Elle impose à l'animal traqué une longue course jusqu'à l'épuisement total dans la peur avant d'être mis à mort dans des conditions cruelles. Et surtout, l'animal n'est pas mangé. Cette souffrance ne touche pas que l'animal chassé, mais les chiens eux-mêmes, pourtant fidèles compagnons de l'homme, ils sont parfois et même souvent traités comme de simples outils de travail.
blessés, épuisés, voire euthanasiés lorsqu'ils sont jugés plus assez performants. Interdire la chasse à courre, comme la chasse normale, permettrait de respecter la nature et l'animal. Eh bien, merci Marie. Et Attention. surtout. Bravo. d'accord, Ce hein. premier passage, la relève est prête. Voilà, Radio Courtoisie n'a pas à avoir d'inquiétude. Les futurs patrons d'émission sont présents. Effectivement, sujet chasse à courre, elle a été interdite, si je ne m'abuse, en Allemagne déjà il y a 50 ans, en Angleterre bien sûr, 2004. 2005, oui. En 2005, Écosse Hunting aussi. Act, en Écosse, en Belgique. Alors, faut-il l'interdire aussi? Adrien de Saint-Ange, quelle est votre position? Alors déjà, évidemment, après Marie, qui est la pureté et l'innocence incarnée, j'endosse le mauvais rôle du méchant monsieur cruel et sanguinaire. Mais je vais tenter l'exercice. Bon, alors, Marie, d'abord, ce que tu as dit était très intéressant, hein, d'un point de vue culturel et historique. Après, sur Bambi et tes larmes, là j'en suis absolument désolé. Donc trois petits points. D'abord, la chasse à courre, c'est la nature, c'est-à-dire que c'est la prédation naturelle. C'est depuis que le monde est monde, eh bien, il y a des prédateurs et c'est comme ça que la nature a toujours fonctionné. Donc, cette pratique de poursuite d'un gibier avec une meute de chiens courants, elle existe depuis 2 millénaires, tu l'as dit, et l'instinct joue un rôle décisif qui permet au gibier de demeurer, dans les 3/4 des cas, sain et sauf. Hein, 3 fois sur 4, il est sain et sauf, car l'animal ruse, emploie des ruses qui lui permettent, qui sont ses instincts naturels. Donc en termes de vénerie, on a le change, le ballot, le forlongé, le ourvari, etc. La différence, c'est que c'est un mode de chasse où l'homme ne ruse pas. Il n'y a pas de ruse de l'homme. C'est la meute de chiens courants qui agit derrière l'animal de chasse qui, lui, ruse. Donc l'homme ne piège pas. Il n'y a pas de boîte là ou de trou dans le sol et qui attend l'animal de chasse. Donc c'est vraiment le mode de chasse le plus naturel du monde. C'est le mode de chasse où l'animal a le plus de chances de survivre. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Ça te va, Marie? Pas vraiment. Ensuite, On va laisser Saint-Ange terminer. Ensuite, mon deuxième point, c'est la régulation des populations, puisque aujourd'hui en France, on constate une surpopulation de grands gibiers dans beaucoup de régions. Donc, quand je dis cervidés, chevreuils ou sangliers. Et la vénerie participe de la régulation de ces espèces en faveur de l'équilibre, de la préservation d'un certain équilibre pour les forêts, pour les cultures et naturellement également pour la sécurité des biens et des personnes, puisque on connaît tous autour de soi ou même pour soi-même des incidents de circulation avec des accidents qui sont dus à cette surpopulation de grands gibiers. Et puis, mon troisième point, ce sera la tradition et l'art de vivre, puisque la vénerie, c'est aussi, un rassemblement de personnes. 400 équipages aujourd'hui, plus de 100 000 veneurs ou suiveurs réguliers, 30 000 chiens de vénerie et plus de 7 000 de chevaux de vénerie qui le plus souvent sont sauvés de l'abattoir parce qu'ils ne sont plus valables pour les courses de vitesse. Donc aujourd'hui, c'est le rassemblement de toutes les classes sociales, toutes les catégories socio-professionnelles, comme on dit, tous les âges, tous les milieux. Et on est loin de l'image d'Épinal du seigneur d'Ancien Régime, galopant à travers les plaines et souillant les cultures de ses serfs. Non, aujourd'hui, c'est un mélange social
où tout le monde suit à cheval, en voiture, à vélo ou à pied dans la meilleure ambiance possible. N'est-ce pas, Paul-Marie? Pas du tout. J'attends la réaction de Marie et de Paul-Marie. Et je termine je ne peux pas ne pas mentionner le riche patrimoine culturel engendré par la vénerie, architecturale, linguistique, littéraire, artistique à travers les tableaux et les sculptures, et musicale, bien sûr, à travers l'art de la trompe de chasse. Et voilà ma chute, et participe donc d'une certaine esthétique. Bravo. Quelle belle première. Le dernier mot n'est pas mal. Il fallait Aussi l'oser, bien. mais... Aussi bien Adrien Saint-Ange que Marie. D'abord, je vous remercie et je vous félicite. Alors, est-ce que Marie souhaitait réagir à ce que vient de vous dire Adrien? Alors moi, je suis pas d'accord du tout sur l'animal parce que il est quand même poursuivi. Il a quand même moins de 3/4 % pour être... De 3 chances sur 4. oui, 3 chances sur 4 pour pouvoir survivre. Parce que les chiens, ils vont vite, l'animal, il a peur, et donc du coup, il a quand même moins de ruse. On est... Oui, bah je vais me répéter. Adrien, bien sûr. Je vais me répéter, oui. Mais là, c'est la nature. Donc, c'est un rapport de force entre la meute et l'animal. La meute et l'animal. Et chacun, alors tu as raison, Marie, les chiens sont nombreux, donnent de la voix, vont vite, mais l'animal a toutes les ruses instinctives pour pouvoir s'en sortir. Donc, c'est vraiment... Et l'homme n'est en fait ici, là, que spectateur, enfin... régulant les chiens évidemment, mais voilà, c'est ça qui fait à la différence d'autres modes de chasse où là, l'homme intervient beaucoup plus directement par la ruse, par le piège, par la... Voilà. Je sens Paul-Marie Couteau bouillonner. Il boue. Je retrouve d'ailleurs des problèmes de conscience que j'avais quand au Parlement européen, quand il fallait voter pour ou contre pour la chasse ou certains droits attachés à la chasse ou contre. Pareil pour la tauromachie, j'étais absolument partagé. C'est toujours la même équation d'ailleurs entre les traditions et l'aspect esthétique. Et quelque chose qui est naturel, en effet, la chasse. Mais enfin, moi j'ai participé une fois à une chasse, j'étais jeune, mais j'ai bien décidé de plus jamais y aller. Moi, mais vraiment, je pleurais presque. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je voyais des pauvres bêtes qui étaient haletantes, qu'on poursuivait depuis des heures et qu'on allait traquer, que finalement on a tué, dont on s'est partagé 2 heures plus tard dans une cour de ferme ruisselante de sang. Les restes, moi je suis désolé, Alors, ça m'a paru affreux, je suis rentré chez moi, je me suis dit, plus jamais j'irai dans des cochonneries pareilles. Alors, cela étant, vous faites 2 erreurs, cher ami. Là, pour le coup, je suis sûr de moi. D'abord, c'est pas le problème de la chasse à courre dont parlait Marie n'est pas soluble dans le problème plus large de la régulation des animaux prédateurs, enfin les sangliers. J'ai vécu en Charente pendant des années, j'ai quand même laissé 2 bagnoles foutues en l'air par des sangliers. Oui. Donc, mais ça, c'est pas la chasse à courre, le sanglier, c'est pas la chasse à courre. Je veux dire, c'est pas avec la chasse à courre, d'ailleurs, il n'y en avait même pas dans ma Charente. Non, mais ça, vous allez réguler. Non, c'est pas la chasse. La contribution est symbolique. Ne confondez pas la chasse à courre et la chasse tout court. La contribution est symbolique. Tout court, mais après, est-ce qu'un tir à la carabine qui blesse un pauvre sanglier, est-ce que c'est plus ou moins cruel que des chiens courants derrière un animal de chasse? Je pose la question. C'est vrai que Paul-Marie te soulevait la chasse à courre, c'est dégueulasse. La régulation, c'est vrai que... Et le deuxième point, Paul-Marie, vous avez évoqué 2 points. Dites, il y a la nature, et l'homme a toujours été dans la nature. Certes, il y a une nature de l'homme et un aspect naturel chez l'homme, certainement. Mais enfin, c'est pas une raison pour le classer dans la catégorie des prédateurs. Il y a toujours eu des prédateurs et puis des gens poursuivis par les prédateurs. Est-ce que l'homme doit rester éternellement un prédateur? Ah non, je crois pas. Je belle question. Qu'il respecte tout. Non, très belle question. Adrien de Saint-Ange. Regardez ma botte pour la fin. Oui, non, moi je reviens sur un point, sur la cour de ferme maculée de sang et puis sur les restes de l'animal qui ne sont même pas mangés, disait Marie. Juste, je souligne le grand respect du veneur pour l'animal chassé. Et en particulier au moment
je reviens à l'esthétique, évidemment, mais au moment de l'hallali, donc le moment où l'animal traqué était en bout de course, le veneur sonne l'hallali, se décoiffe pour respecter la mort de l'animal. Il met des branchages sur son corps. Et après, ce qu'on appelle la curée, tous ces termes de vénerie sont passés dans le langage courant. Et la curée fait l'objet de tout un cérémonial bien orchestré avec les trompes et avec le maître d'équipage et le piqueux afin de présenter l'animal qui a été évidemment découpé au niveau de la peau, mais de donner récompense au chien courant pour donc les restes de l'animal qui sont bien, qui ne sont pas, je ne sais pas moi, jetés ou quoi que ce soit, mais qui sont bien là, qui font l'objet de la curée, qui sont propres à la consommation humaine de toute façon, parce que l'animal a trop couru. Exactement, et qui sont offerts aux chiens courants. Donc vraiment, il y a quand même un cérémonial qui respecte l'animal. Je pense pas. Mais il y a aussi un aspect esthétique dans la tauromachie. Or, c'est quand même dégueulasse de rendre furieux un animal pour qu'il vous fonce dessus et avoir un prétexte pour l'assassiner. C'est quand même vraiment, c'est un comble de duperie et de cruauté. Je suis assez partagé également. Mais moi aussi, j'étais tellement quand il fallait voter, je savais pas quoi voter. Je partage effectivement ce doute. En fait, on a du mal à être tranché sur ces thèmes-là. Malgré tout, je trouve que la vénerie a ce mérite de faire village. Et si nous voyons ce qu'on appelle la diagonale du vide, qui est en plus privée de ces traditions et de ces rassemblements, de ces rendez-vous, je trouve ça très triste. Alors au-delà de ça, effectivement, moi ce qui m'amuse toujours, c'est d'entendre les chiens de meute aboyer en verlan. C'est quand même pas courant. Donc voilà, ça m'a toujours amusé, l'aboiement des meutes. Bah oui, parce qu'ils font pas, ils font aou, aou. Voilà, c'est ça, ils aboient en verlan, donc ça m'a toujours amusé. Mais bon, là, au-delà de la blague, c'est vrai que j'ai toujours trouvé l'ambiance de ces journées-là particulièrement intense et effectivement un moment de partage très village, très campagne. Et je trouve qu'à ce titre-là, la France souffre trop de cette perte pour ajouter celle-ci. Quant aux aristocrates qui s'amusent avec ça, les aristocrates, on en a besoin. Voilà. À la bonne heure. Qui s'occupent de l'avenir de leur pays plutôt que d'aller chasser des pauvres bêtes dans les bois. Voilà. Oui, mais c'est un loisir. Enfin, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup mais encore une fois, l'aristocrate, voilà, vous reprenez l'image d'Épinal de l'aristocrate sur son cheval en grand seigneur. Je vous disais à l'instant qu'aujourd'hui, c'est le mélange des catégories socioprofessionnelles. Il n'y a pas que des aristocrates à cheval. Il y en a qui font de la chasse à courre en bagnole aussi. Oui, à pied ou en vélo, on suivre. Enfin, en Range Rover. Range. Ou en Land. Bon, d'abord, merci à Marie pour cette présentation de la vénerie. Elle a pas mal marqué de points, Marie. Je trouve que c'était réussi. Enfin, c'est bien débrouillé aussi, mais au-delà, parce que la chasse à courre reste relativement anecdotique, même si c'est un symbole. Et je partager comme vous, mais je trouverais bien triste une interdiction totale. Et en même temps, on serait triste que ce soit interdit. Donc voilà. On ne sait pas. Donc, mais j'aimerais qu'on termine cette émission avec un sujet qui a un enjeu plus important que cela, Tanguy de Vienne, c'est la question de la prolifération, effectivement, de certains nuisibles, en particulier des sangliers. Et là, je pense qu'on sera tous d'accord à table, sauf peut-être ma voisine, mais il y a tout de même des dégâts qui peuvent être extrêmement coûteux pour les agriculteurs, à droite. Et pas que pour les agriculteurs, pour les gens qui passent en bagnole. Pour les gens, toutes sortes de choses. Tanguy de Vienne, est-ce que vous pourriez alors sur les sangliers, je crois qu'on ne se rend pas compte de l'ampleur de la prolifération. Pour donner une idée, dans les années 70, c'était à peu près 30 000 sangliers d'abattus par an. Aujourd'hui, on est à 840 000. Donc c'est une multiplication par 28. Considérable. Donc c'est vraiment considérable. Quand on parle de prolifération, là je crois que ça n'est vraiment pas exagéré. Et naturellement, on devient plus favorable à la chasse, malgré tout, à cette régulation. Et là, on ne parlera pas de chasse à courre, parce que je pense que ça manquerait singulièrement d'efficacité, mais de chasse traditionnelle, en tout cas au fusil. C'est vrai que cette prolifération a plusieurs origines. On peut l'attribuer d'ailleurs à cet adoucissement de nos saisons. Il faut savoir aussi qu'un sanglier a certaines caractéristiques. Il n'est pas territorial,
contrairement à un chevreuil. Donc c'est pour ça qu'un sanglier vous attaquera moins facilement qu'un chevreuil si vous êtes sur ces terres. En tout cas, on peut adopter un sanglier alors qu'un chevreuil, je le déconseille formellement parce qu'il finit par être une concurrence sur votre propre terrain. Je crois que vous parlez en connaissance de cause. Oui, je parle en connaissance de cause. En tout cas, les mâles. Voilà. Oui, tout à fait. Les brocards. Le sanglier a aussi une caractéristique, c'est qu'il se reproduit très vite. Il peut y avoir jusqu'à 3 portées par an, en général plutôt 2. Ah, là, je vais énerver Paul-Marie Couteau, mais beaucoup en raison du réchauffement climatique. Et oui, nous sommes passés d'une portée à 3 portées. Mais tout à fait, je ne voulais pas contrarier notre invité. Mais effectivement, le réchauffement climatique y est pour quelque chose. Il faut savoir que chaque année... Je ne dis pas le réchauffement climatique, je dis qu'il soit principalement d'origine humaine. Mais c'est juste... alors là... De toute façon, la nature, elle peut se réguler toute seule, hein. Elle est bien faite pour ça. Elle est très à l'aise maintenant, attention. Très, très redoutable. Là, j'ai l'impression que, en l'occurrence, se passer de l'intervention humaine pour réguler cette population, c'est vraiment aller au-devant de catastrophes qui vont bien au-delà, c'est-à-dire qui sont vraiment prégnantes, visibles, évidentes. Et j'ai l'impression que c'est un avis de citadin que se dire que les choses vont s'arranger par elles-mêmes. Il pourrait trouver une solution, attraper pas mal de sangliers, oui. Et puis les lâcher dans cette espèce de nature bizarre qui s'appelle la banlieue. C'est pas mal. Aujourd'hui, mais les sangliers y sont dans les banlieues. Ils y sont. Les sangliers y sont, bien sûr. Ils confirment le péril. C'est vrai. Mais ils l'ont trouvé tout seul, vous voyez. Ils n'ont même pas eu besoin d'aide. Ah oui, mais il y a vraiment une prolifération jusque dans les zones urbaines. Les sangliers étant un animal très malin, ils ont bien compris que fouiller les poubelles, c'était beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus accessible. Retourner des pans entiers de forêt pour chercher quelques glands perdus. Donc oui, c'est devenu un vrai problème. Non, Marie, il y a un vrai problème de sanglier. On peut admettre ça, Marie. Pour ceux il y a un vrai problème de sanglier quand même. Non, mais justement, ils peuvent se réguler tout seuls aussi. Non, mais je vais aller dans le sens de Marie justement. Alors, dernier mot. Oui, un dernier mot, parce que quand même, ça intéressera peut-être certains auditeurs d'avoir des répulsifs. Alors sachez que l'ail, le clou de girofle, le poivre et le piment, les sangliers détestent. Voilà, parfait. Et vous les mettez où? On les met au sol. En fait, on les sème. Et quand vous avez des pelouses qui sont complètement, quand vous avez des pelouses qui sont complètement retournées, ça peut être efficace. Ce qui est très efficace aussi, c'est une battue. En général, il s'écarte de l'endroit pendant quelques semaines. Écoutez, merci à tous les 4 pour cette émission festive. Voilà, encore une fois, je renouvelle à nos auditeurs une très belle fête de la Toussaint. Merci à vous tous, Paul-Marie Couteau, Tanguy de Vienne, Adrienne Felcourt. Et Marie, je te laisse le mot de la fin. Très bonne soirée aux auditeurs de Radio Courtoisie et je vous souhaite une très joyeuse fête de la Toussaint. Voilà, merci à tous et rendez-vous le mois prochain pour les pâturages du ciel. Vous venez d'entendre Les pâturages du ciel, dirigé par François de Voyer, diffusé en direct sur Radio Courtoisie samedi 1er novembre 2025 de 19h30 à 21h et réalisé par Stéphane. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 € par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 € ou 6 € seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. « 7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Éclairage, libre information, débat, actualité. 7h, 10h sur Radio